Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce deuxième webinaire Wine Quality Solution qui portera aujourd'hui sur la maîtrise des apports en SO2 en mieux gérant l'oxygène. Donc, pour ceux qui n'étaient pas présents au premier webinaire, je souhaiterais vous expliquer assez rapidement le fonctionnement. Vous avez pu constater que vous êtes en écoute seule pour l'instant, donc vous ne pouvez pas parler, mais par contre, vous pouvez communiquer avec nous en utilisant la petite boîte à questions. Donc, vous pouvez nous écrire un petit mot. Est-ce que vous voyez la boîte? Oui, non. Et cela vous permettra ensuite de pouvoir nous poser des questions durant le webinaire ou à la fin, auxquelles nous répondrons avec plaisir. Donc aujourd'hui, on a Romain Thomas avec nous, qui est responsable de la marque Wine Quality Solution et qui va vous faire la présentation, et moi-même, Magaliev Koralewski, chargée de communication chez Vivention. Merci à tous. Je laisse sans plus attendre la parole à Romain et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci Magaliev. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce deuxième webinaire Wine Quality Solutions. Donc le thème de la réunion d'aujourd'hui, la gestion de l'oxygène pour maîtriser les apports en SO2. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire une rapide présentation de qui nous sommes. Pour ceux qui n'étaient pas là au premier webinaire, c'est toujours intéressant de resituer dans le contexte qu'est-ce que Wine Quality Solutions. Donc Wine Quality Solutions, c'est une marque qui appartient au groupe Vinventions, qui est la maison des 7 marques. Donc nous avons 5 marques de bouchons, Noma Cork, Syntec, Ollinger, Vintop et Vinoloc, et 2 marques de services, Wine Marketing Solutions et Wine Quality Solutions, la marque qui nous intéresse aujourd'hui. Donc Wine Quality Solutions, en 2 mots, c'est un laboratoire de recherche qui a été créé il y a un peu plus de 10 ans par des docteurs en biochimie et des œnologues, dont l'objectif a été d'essayer de comprendre quels étaient les paramètres qui influencent la qualité, l'homogénéité et la durée de vie des vins. De nombreux partenariats ont été créés avec des instituts académiques à travers le monde, 14 instituts pour être exact, et donc de nombreux documents scientifiques, de nombreuses études ont été conduites durant ces 10 dernières années pour remplir cet objectif d'une meilleure compréhension et acquérir une meilleure connaissance des paramètres qui influencent la qualité des vins. Donc c'est une marque qui est résolument orientée sur la recherche et l'innovation, tout comme le groupe Vinventions. Vinventions, en quelques chiffres, aujourd'hui au niveau mondial, c'est 13% de part de marché, c'est 30 nouveaux produits sur les 10 dernières années, et avec une donnée intéressante, en termes de chiffre d'affaires, 55% du chiffre d'affaires réalisé en 2017 a été réalisé sur des produits qui ont moins de 3 ans. Donc la notion d'innovation est réellement au cœur de la stratégie de l'entreprise, et c'est cette innovation qui nous permet aujourd'hui de progresser. C'est également une entreprise qui est résolument tournée vers la recherche, comme je l'ai dit. Depuis ces 10 dernières années, il y a eu 30 papiers techniques et scientifiques qui ont été publiés dans des revues à comité de lecture. En termes d'innovation et de récompenses, on a obtenu 13 récompenses au niveau mondial depuis notre création. 97 brevets ont été déposés et 47 brevets sont en instance. Donc pour parler de Wine Quality Solutions et présenter l'offre en quelques mots, Wine Quality Solutions, ce sont des analyseurs, des équipements et des services. Les analyseurs, nous en avons 5 aujourd'hui. Ils ont tous 3 caractéristiques en commun. Ils sont tous portables, donc utilisables sur site. Ils sont tous précis et ils donnent des résultats en temps réel. Quand on parle de temps réel, tous les appareils donnent des résultats en moins d'1 minute. Les équipements, nous en avons 2 aujourd'hui, un équipement pour inerter l'espace de tête des capsules à vis et un équipement pour embouteiller les vinoloques. Et les services, de nombreux services qui tournent autour de la gestion des gaz à l'embouteillage et la gestion des gaz dans les étapes qui précèdent également l'embouteillage, et également des services sur la qualité des vins, des mesures de TCA, des mesures de Brettanomyces par exemple. Donc toutes ces solutions ont été créées et imaginées pour améliorer la qualité et l'homogénéité des vins. Pour atteindre et pour essayer d'obtenir de la part du vigneron un succès durable via une extension de la durée de vie des vins. Donc les problématiques que l'on couvre, il y en a plusieurs en fonction des appareils et chaque appareil répond à différentes problématiques.
Aujourd'hui, on détaillera un petit peu plus le NomaSense O2, qui traite bien entendu tous les sujets d'analyse et de mesure de l'oxygène, qu'il soit gazeux ou dissous. On a également un appareil pour mesurer de façon précise le CO2. Un appareil, comme je le disais tout à l'heure, pour inerter l'espace de tête de façon efficace décapsulalis, qui s'appelle le NomaLine. Le Polyscan, qui est l'appareil pour mesurer la teneur en polyphénol totaux et polyphénol facilement oxydables des vins. On le détaillera dans le webinaire numéro 4. Le NomaSense Color pour mesurer la couleur selon les coordonnées LAB, la seule façon de mesurer la couleur de façon objective dans un vin. Et le BioWine, qui est sorti en janvier, qui permet de suivre les fermentations malolactiques et les fermentations alcooliques par une mesure de l'acide malique et du glucose en grammes par litre. Donc on va pouvoir suivre les fins de fermentation grâce à cet appareil. Donc voilà pour cette petite introduction sur Vinventions et Wine Quality Solutions. Et je vous propose maintenant de rentrer directement dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'oxygène et le SO2 et l'impact de l'oxygène sur le SO2. Avant de rentrer sur le SO2, on va essayer de comprendre quelles sont les 3 sources d'oxygène dans une bouteille de vin. Dans une bouteille de vin, on a tout d'abord l'oxygène dissous, qui est le plus connu. C'est l'oxygène qui est dissous dans le vin, qui est représenté en bleu sur cette slide. Il faut savoir qu'à 20 degrés, la concentration maximale de l'oxygène dans le vin est de 8,4 mg par litre. Si la température diminue, on va pouvoir augmenter cette concentration dans le vin. Donc les faibles températures sont une étape critique pour la concentration d'oxygène et la dissolution d'oxygène dans le vin. On a ensuite l'oxygène de l'espace de tête, qu'on appelle HSO, c'est le terme en anglais, pour Head Space Oxygen. L'oxygène de l'espace de tête, il peut représenter, sur les centaines d'audits que l'on a réalisés ces 10 dernières années, jusqu'à 65% de l'oxygène total de la bouteille. Pourquoi est-ce que ce si petit volume peut représenter jusqu'à 65% de l'oxygène total de la bouteille? Tout simplement, c'est lié aux propriétés de l'oxygène. Quand l'oxygène dissous à 20 degrés peut atteindre une concentration maximale de 8,4 mg par litre, dans l'air, on peut atteindre 270 mg par litre. Donc, on comprend mieux pourquoi il est extrêmement important de veiller à avoir une teneur en oxygène de l'espace de tête qui soit le plus faible possible pour avoir une teneur en oxygène total de la bouteille la plus faible possible. L'oxygène total de la bouteille, c'est ce qu'on appelle le TPO. C'est le Total Package Oxygène. Donc, c'est la somme de l'oxygène dissous et de l'oxygène de l'espace de tête. Tout l'oxygène qui est présent dans ce TPO, l'oxygène total de la bouteille, sera tôt ou tard consommé par le vin. On a ensuite l'oxygène qui provient du bouchon, qu'on appelle l'oxygène ingress, qui est la somme de la désorption, l'oxygène qui est présent dans le bouchon et qui va être transféré vers le vin, et de l'OTR, l'oxygène transmission rate, c'est la perméabilité du bouchon, c'est l'oxygène qui passe à travers le bouchon pour finalement se retrouver dans le vin. Donc ce sont ici les 3 sources d'oxygène, et la somme de l'oxygène dissous, de l'oxygène de l'espace de tête et de l'oxygène qui provient du bouchon, c'est ce qu'on appelle le TCO, le Total Consumed Oxygen. L'oxygène total consommé est réellement la somme de ces 3 sources. Quand on parle d'oxygène, on ne peut pas parler uniquement d'oxygène dissous, comme on l'entend bien souvent, parce que finalement, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg et on oublie complètement des sources d'oxygène qui peuvent être extrêmement importantes et extrêmement dommageables pour la durée de vie du vin. On a parlé de l'oxygène de l'espace de tête, je vais faire une petite parenthèse sur l'oxygène dissous. Vous avez ici l'exemple d'un audit qui a été conduit dans une cave. Entre cette étape, la fin de l'élevage, et l'embouteillage, il s'est passé 48 heures. Et on a fait des mesures d'oxygène dissous dans le vin à chaque étape critique. Donc la stabilisation à froid, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus la température est basse, plus l'oxygène va avoir de facilité à se dissoudre dans le vin. Donc on a ici, avec la stabilisation à froid, une prise d'oxygène de 2 mg par litre. On a ensuite la filtration. Et la filtration, elle apporte, dans ce cas de figure-là, 0,5 mg par litre d'oxygène supplémentaire. On fait ensuite un transfert qui apporte, lui, 0,5 mg par litre également. Et ensuite, on a la phase d'embouteillage où on va prendre 3 mg par litre d'oxygène dissous. Si on ne regarde
que l'oxygène dissous à la fin de ces 48 heures, on ne verra pas les 6 mg par litre d'oxygène total qui ont été effectivement dissous dans le vin, mais on aura une vision que partielle de l'oxygène total qui a été dissous dans le vin. L'oxygène, une fois qu'il est dissous dans le vin, il est consommé de façon plus ou moins rapide, mais il est consommé. D'où l'importance de mesurer à chaque étape critique la teneur en oxygène dissous pour avoir une vision réelle de l'oxygène qui va être réellement dissous dans votre vin. D'où l'importance également de faire des mesures en temps réel. C'est l'une des propriétés des analyseurs que l'on vend, c'est la mesure en temps réel. Si vous prenez votre échantillon, que vous l'emmenez dans un laboratoire pour faire une mesure quelques heures, quelques jours plus tard, vous aurez une vision complètement biaisée et fausse de la qualité effective de vos pratiques d'embouteillage. Pour parler des bonnes pratiques d'embouteillage, je vous renvoie vers le prochain webinaire qui a lieu le 20 avril, où on vous donnera toute une série de conseils pour justement mieux gérer l'oxygène dissous et l'oxygène de l'espace de tête. On a parlé de l'oxygène de l'espace de tête, on vient de parler de l'oxygène dissous, et donc la troisième source d'oxygène, c'est l'oxygène qui passe à travers le bouchon. L'oxygène qui passe à travers le bouchon suit deux phases, la désorption et l'oxygène transmission rate, donc c'est l'entrée d'oxygène à travers le bouchon. Tous les bouchons suivent cette courbe, où dans un premier temps, on va avoir une forte teneur en oxygène qui va provenir du bouchon et qui va être évacuée vers le vin, puis consommée par le vin. Et ensuite, lorsque l'équilibre est atteint, on va atteindre la phase d'oxygène transmission rate, donc c'est la vitesse à laquelle l'oxygène passe à travers le bouchon pour être finalement dissous dans le vin. Quand je disais que tous les bouchons présentent cette même courbe de désorption et d'OTR, c'est pas tout à fait vrai, puisque dans la gamme Noma Cork, on a le bouchon qui s'appelle le Select 100 et le Reserva, qui n'ont presque pas de phase de désorption, qui sont produits et stockés de telle sorte qu'il n'y a pas d'oxygène contenu dans le bouchon, et donc on rentre directement dans la phase oxygène transmission rate que vous avez ici, et on évite cette phase de désorption que vous voyez ici. Cette phase de désorption, elle est plus ou moins longue selon les propriétés du bouchon, et parmi les services que Wine Quality Solutions propose, on est capable, 3 semaines après avoir analysé les premiers transferts d'oxygène à travers le bouchon, d'extrapoler et de vous donner l'OTR du bouchon. Donc voilà pour ce qui est des sources d'oxygène. On va maintenant voir comment cet oxygène vient impacter la consommation de SO2. Je vous remets ici une slide que je vous ai présentée lors du premier webinaire, mais qui est intéressante pour introduire le sujet. Comme je le disais la dernière fois, les polyphénols réagissent avec l'oxygène. Ils réagissent avec l'oxygène pour produire des quinones qui, par une suite de réactions, vont entraîner des modifications de structure, d'arôme, de couleur et vont impacter la durée de vie de votre vin. Les polyphénols et l'oxygène réagissent ensemble pour produire également du peroxyde d'hydrogène, le H2O2. C'est ce peroxyde d'hydrogène qui est responsable de l'oxydation du SO2. Et l'oxydation du SO2 a un impact sur la couleur et la durée de vie. Donc la question qu'on va se poser, c'est à quel point l'oxygène peut-il avoir un impact sur l'oxydation du SO2 ? Et l'information qu'il faut retenir ici, c'est que le seul moyen de maîtriser la structure, les arômes, la couleur et la durée de vie du vin, c'est de maîtriser les polyphénols, le pool polyphénolique, c'est ce qu'on verra dans le webinaire numéro 4, et de maîtriser l'oxygène. Et quand on parle de maîtrise de l'oxygène, on parle de maîtrise de l'oxygène dissous, de l'oxygène gazeux, l'oxygène de l'espace de tête, et de l'oxygène qui passe à travers le bouchon. Quelques informations sur le SO2. Le SO2 total, c'est la somme du SO2 libre et du SO2 lié. Donc quand on ajoute du SO2 dans le vin, il est sous forme libre et il va pouvoir se lier avec différents composés ou alors se transformer en sulfate. Le SO2 moléculaire, lui, est utile pour les actions antimicrobiennes et donc c'est bien le SO2 libre qui va permettre la protection contre l'oxydation chimique et enzymatique. Le rapport SO2 libre sur SO2 total est un bon indicateur de l'historique du vin, puisque c'est bien le SO2 libre qui est responsable de la protection contre l'oxydation chimique et enzymatique. Et donc, c'est grâce à ce SO2 qu'on va pouvoir mieux protéger le vin. Une fois qu'il est sous forme liée ou qu'il est passé en sulfate, il n'est plus disponible pour la protection contre l'oxydation. On vous met ici un petit rappel sur les réglementations en termes de SO2. On voit qu'elles sont plus ou moins sévères.
Pour un vin biologique, par exemple, sur un vin blanc, on a une réglementation qui impose une teneur en SO2 total de 150 mg par litre. Si vous vous rappelez, dans le premier webinaire, je vous avais présenté un vin blanc, un vin de Pays du Gard, qui avait une teneur en SO2 total de 155 mg par litre et qui avait été embouteillé avec différents niveaux de TPO. Et on s'était rendu compte 4 semaines après embouteillage que malgré cette forte teneur en SO2 total et une teneur de 50 mg par litre en SO2 libre, on avait dès 3 mg par litre de TPO des sensations d'oxydation 4 semaines après embouteillage. Sur Déméter, par exemple, on va avoir une teneur en SO2 total qui est de 90 mg par litre, qui est donc bien plus faible. Donc c'est pas évident de bien gérer les apports en SO2 total pour rester fidèle à ces réglementations qui peuvent être parfois compliquées. Et donc, pour bien gérer le SO2, il faut bien gérer l'oxygène. Quel est l'impact d'1 milligramme d'oxygène sur la perte de SO2 libre? On a fait une étude qui a été conduite ici avec certains de nos partenaires académiques dont je parlais en introduction. Vous avez en abscisse le TCO. Donc le TCO, la somme du TPO plus l'oxygène qui passe à travers le bouchon, l'apport d'oxygène via le bouchon. Et en ordonnée, les pertes en SO2 libre, en milligrammes par litre. On se rend compte qu'on a une corrélation assez forte entre le TCO et les pertes en SO2 libre, de l'ordre de 2,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 mg par litre d'oxygène dissous entraîne la perte de 2,5 mg par litre de SO2 libre. Donc, dans les stratégies qui sont de plus en plus courantes de diminuer les apports en SO2, on se doute bien qu'un des moyens de protéger le vin et d'assurer une durée de vie qui sera toujours intéressante et acceptable pour le consommateur, c'est bien entendu de diminuer les doses en O2, qu'ils soient dissous ou gazeux. Vous avez ici une étude pour illustrer ce que je viens de dire. En abscisse, le TPO, donc c'est la somme du dissous et du gazeux, et en ordonnée, le SO2 libre et total. Donc le libre en bleu et le total en rouge. Donc on est sur un Riesling 6 mois après embouteillage. C'est une étude qui a été réalisée avec notre partenaire de Geisenheim. Et donc on voit qu'avec un TPO de 4 mg par litre, 6 mois après embouteillage, on a des pertes en SO2 libre qui sont proches de 15 mg par litre. Et on a des pertes en SO2 total qui sont proches de 23 mg par litre. 4 mg par litre de TPO, c'est quelque chose qui est assez fréquent, puisque sur les audits que nous avons réalisés ces 10 dernières années, on a une moyenne en Europe de 3 mg par litre. Donc il n'est pas complètement aberrant de retrouver parfois des TPO de l'ordre de 4 mg par litre. Et vous vous doutez bien que si vous embouteillez un vin avec une teneur en SO2 libre de 20-25 mg par litre, et avec un TPO à 4 mg par litre, vous avez des forts risques d'oxydation juste 6 mois après embouteillage. Donc quand on parle de durée de vie du vin, on ne parle pas uniquement des vins de garde, bien au contraire, mais on parle de tous les vins, puisque un vin peut avoir une durée de vie très courte si le pool polyphénolique et l'oxygène ne sont pas maîtrisés. Un petit exemple pour illustrer l'importance de la gestion du TPO. On sait que les bouchons ont un OTR de l'ordre de 0,5 à 3 mg par litre par an. En moyenne en Europe, le TPO est de 3 mg par litre. Donc 3 mg par litre, imaginons qu'on ait un bouchon avec un OTR à 1 mg par litre. En un jour, on apporte l'équivalent de 3 ans de durée de vie. Donc si on arrive à diminuer le TPO, ne serait-ce que de 1 mg par litre, on gagne environ 1 an de durée de vie supplémentaire. Je vais illustrer ce propos avec le tableau que vous avez ici. On a une mise en bouteille avec une quantité d'oxygène dans l'espace de tête mesurée de 2 mg par litre. Donc l'oxygène de l'espace de tête, c'est ce qui est en rouge ici. Une quantité en oxygène dissous de 1 mg par litre, en bleu ici. Donc un TPO à 3 mg par litre. Donc on a vu tout à l'heure, 1 mg par litre d'oxygène entraîne la perte de 2,5 mg par litre de SO2 libre. Donc ici, on a perdu quasiment on va perdre 8 mg de SO2 libre. Et puis, on bouche cette bouteille avec un Select Green 100. Comme je vous le disais tout à l'heure, le Select Green 100 n'a quasiment pas de désorption. Donc, 1 an après l'embouteillage, on va avoir une quantité d'oxygène qui sera passée à travers le bouchon de 1,2 mg par litre. Cet oxygène va être responsable de la perte d'environ 3 mg par litre de SO2 libre. Et ensuite, tous les ans après la première année, on est dans la phase oxygène ingress.
Et là, on a un oxygène ingress, un OTR de 1,1 mg par litre, qui est responsable de la perte de 2,75 mg par litre de SO2. Donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. À la mise en bouteille, on va apporter 3 mg par litre de SO2 libre, donc on va fatalement entraîner la perte de plus ou moins 8 mg par litre de SO2 libre, ce qui équivaut à 3 ans de durée de vie, 3 ans de durée de vie après la mise en bouteille. Donc, la gestion de l'oxygène est extrêmement importante pour éviter les phénomènes d'oxydation. Le SO2 ne protège pas de l'oxydation, et je dirais même parfois au contraire. On a deux exemples que je vais vous montrer ici de réactions chimiques qui prouvent que rajouter du SO2 ne permet pas de protéger contre l'oxydation. Vous avez ici du glutathion, qui est un antioxydant, qui, au contact de l'oxygène, produit du glutathion disulfide. C'est une réaction qui est réversible. Par contre, la réaction qui est irréversible, c'est le glutathion disulfide au contact des sulfites qui va produire ce composé ici. Et donc, la concentration de ce composé est d'autant plus élevée qu'on a une concentration en oxygène qui est élevée. Donc, on a du glutathion dans notre vin, on a du sulfite, donc on a deux antioxydants. On pense être complètement protégé de l'oxydation, mais en réalité, ces deux antioxydants vont réagir ensemble pour finalement disparaître et laisser le vin sans protection. Le seul moyen d'éviter ce phénomène, c'est de contrôler cet élément ici, l'oxygène. Un autre exemple de l'importance de la gestion de l'oxygène, le tryptophane, lors de la fermentation alcoolique, va produire ce composé, qui, au contact de l'oxygène et des sulfites, va produire ce composé. Ce composé, c'est ce qu'on appelle un précurseur du 2-aminoacétophénol. C'est un marqueur de l'évolution prématurée du vin, qui donne des arômes type miel. Donc, on va avoir une perte de fraîcheur et on va avoir un vin qui dérive plus vers des arômes de miel, un vin qui va perdre la fraîcheur et qui sera plus sur les sensations un peu beurrées et gras du vin. Donc, de la même façon, on a mis des sulfites, on pense être protégé contre l'oxydation, mais en fait, les sulfites réagissent avec l'oxygène pour produire cette réaction qui entraîne la création de ce précurseur de l'évolution prématurée du vin. Une des tendances de consommation et une des tendances de production par voie de conséquence, c'est la production de vin sans soufre. Donc, bien évidemment, quand on est sur une production de vin sans soufre, la gestion du TPO est encore plus primordiale. On a fait un exercice ici, on a un chardonnay sans SO2 qui a été embouteillé avec deux teneurs en TPO différentes, 0,5 mg par litre et 3 mg par litre. Et on a ensuite fait déguster ces deux vins à un panel 4 mois après embouteillage. Et on remarque que sur la variable oxydée, on a des notes d'oxydation qui sont bien plus prononcées pour le vin qui a un fort TPO à l'embouteillage et des notes de miel et caramel qui sont également bien plus prononcées. Donc bien entendu, lorsque l'on est sur la production de vin sans SO2, la gestion du TPO est un paramètre indispensable. Voilà pour ce qui est de l'oxygène et de son impact sur le SO2. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment contrôler efficacement l'oxygène pour être sûr que notre vin est protégé contre l'oxydation et que l'on envoie sur le marché un vin qui aura une durée de vie en accord avec ce que l'on sait de la consommation de nos clients. Donc, comme je vous le montrais tout à l'heure, il est important de mesurer l'oxygène à l'embouteillage, mais ce qu'il faut bien voir, c'est être capable de mesurer l'oxygène à toutes les étapes critiques qui précèdent l'embouteillage pour avoir une vision réelle de l'apport de l'oxygène qui va être dissous dans le vin, puisque l'oxygène, une fois qu'il est dissous, va être consommé assez rapidement. Donc, il faut un outil, un appareil qui permette de mesurer l'oxygène en cuve. L'oxygène dans la cuve, à la fois l'oxygène dissous qui sera dans le vin qui est dans la cuve, mais ce qui est intéressant de mesurer également, c'est l'oxygène qui est gazeux, qui peut être contenu dans le ciel de la cuve. Ce qui est intéressant de mesurer également, c'est de contrôler les outils de production et de vérifier avant et après une pompe si j'ai pas un enrichissement en oxygène dissous qui est lié à ma pompe. Avant et après un filtre, de la même façon. Est-ce que mon filtre fonctionne correctement? Est-ce que la purge est faite correctement? De sorte que je n'ai pas un enrichissement en oxygène dissous lorsque le vin passe dans le filtre. Et puis évidemment, faire des mesures à la mise paraît indispensable pour pouvoir contrôler le TPO, mesurer à la fois l'oxygène gazeux et l'oxygène dissous, contrôler l'efficacité de l'inertage, l'efficacité du vide à l'embouteillage, et contrôler l'homogénéité des becs de tirage et des têtes de bouchage.
En contrôlant les becs de tirage, je vais pouvoir contrôler la qualité de mon embouteillage au niveau de l'oxygène dissous. Et en contrôlant les têtes de bouchage, je vais pouvoir contrôler la qualité de l'embouteillage au niveau de l'oxygène gazeux. Ce qui est intéressant de contrôler, c'est l'homogénéité et vérifier que la maintenance est correctement effectuée et que je n'ai pas des variations fortes d'une bouteille à une autre en fonction de mes têtes de tirage et de mes têtes de bouchage. Donc vous voyez ici, c'est l'introduction de la slide suivante, mais sur des mirreurs, on a positionné des pastilles, ici, partout, pour pouvoir justement faire des mesures avant-après. La technologie qui est utilisée et qui permet de mesurer à la fois l'oxygène dissous dans le vin, à la fois l'oxygène gazeux en pourcentage d'oxygène et l'oxygène, la pression partielle d'oxygène en hectopascal, c'est la luminescence. Le principe de la luminescence, c'est une fibre optique et un capteur. Donc le capteur, l'idée, c'est de le mettre dans le milieu dans lequel on souhaite mesurer l'oxygène. Donc on va venir coller ce capteur dans une bouteille ou dans un miroir, comme je vous montrais tout à l'heure. Et ce capteur, une fois qu'il est collé, on va venir approcher une fibre optique qui est elle-même reliée à un analyseur. Et cette fibre optique va envoyer sur le capteur une lumière bleue. Le capteur va être excité en fonction de la teneur en oxygène et renvoyer une lumière rouge. Le délai entre l'émission de la lumière bleue et la réception de la lumière rouge est directement proportionnel à la teneur en oxygène du milieu environnant la pastille. Et donc c'est comme ça que l'on est capable, grâce à la technologie de la luminescence, de mesurer l'oxygène à la fois gazeux et l'oxygène dissous. Donc c'est une technologie qui a été longtemps travaillée par les équipes WQS et de nombreux papiers ont été publiés. Ils sont disponibles sur notre site internet évidemment. Donc, ce que l'on vous présente aujourd'hui, l'appareil qui permet de mesurer l'oxygène dissous et gazeux dans la bouteille, mais également lors de toutes les étapes critiques, c'est le NomaSense O2. C'est ce qu'on appelle un TPO-mètre, et on estime que c'est le TPO-mètre de référence de la filière parce que c'est le seul appareil qui permet de calculer automatiquement le TPO. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'oxygène gazeux ne se calcule pas directement en milligrammes par litre. On calcule une pression partielle en hectopascal, et on met, lorsque l'on connaît le volume qui est mesuré dans l'espace de tête, c'est-à-dire la taille de l'espace de tête, eh bien, on va pouvoir faire, par la loi des gaz parfaits, une transcription de cette valeur en hectopascal en milligrammes par litre. Donc, c'est un outil qui permet de valider les performances et contrôler les outils de production, comme je le disais tout à l'heure, et de vérifier l'efficacité des procédures d'inertage. Lorsque vous êtes en train d'inerter vos tuyaux, si vous avez une pastille qui est collée dans un miroir, vous pouvez calculer, mesurer en temps réel le pourcentage d'oxygène qui est effectivement présent dans vos tuyaux, avant d'envoyer le vin pour la mise en bouteille. Et vous allez pouvoir gérer de façon optimale le TPO, gérer l'homogénéité, pouvoir réduire vos doses de SO2 parce que vous maîtrisez efficacement votre TPO et donc allonger ou maîtriser la durée de vie des vins. Donc comme je le disais, c'est une technologie qui est basée sur la luminescence. On prévoit une compensation alcool et sucre pour des mesures sur spiritueux ou des mesures sur des vins liquoreux. C'est un appareil qui est extrêmement précis et qui a été validé sur du vin. Deux méthodes de mesure, des méthodes non invasives ou invasives, que je vais détailler juste après. Il permet un calcul automatique du TPO, que ce soit en bouteille ou en bib, et notamment en bib, le principe est le même. On va venir équiper des robinets Vitop avec des pastilles, et via ces pastilles, à travers ces pastilles, on va pouvoir mesurer l'oxygène de l'espace de tête des bibs. C'est un produit qui est sur le marché depuis 8 ans et utilisé aujourd'hui par 500 clients et instituts à travers le monde. Comme je le disais, deux possibilités de mesure, une mesure destructive avec ce qu'on appelle le piercing system. Le piercing system, c'est ce que vous voyez ici. En français, l'échantillonneur d'espace de tête. C'est en fait une seringue, ici, dans laquelle on est venu coller une pastille, un capteur, qu'on voit à peine ici. Cette seringue est reliée à une aiguille qu'on va venir passer à travers le bouchon pour venir prélever l'oxygène qui est présent dans l'espace de tête. Avec la seringue, on va prélever l'oxygène qui est présent dans l'espace de tête de la bouteille et on va venir mesurer à travers la pastille la pression partielle en hectopascal dans cette seringue. Et par un calcul via la loi des gaz parfaits, on va pouvoir transformer cette valeur d'hectopascal en milligrammes par litre. L'intérêt de cette mesure, c'est qu'on n'a pas besoin de préparer la bouteille. On est en train de réaliser un embouteillage, on veut à tout moment contrôler le TPO d'une bouteille, on prélève une bouteille en sortie de mise, on installe le piercing system, on fait la mesure d'espace de tête, on enlève le bouchon et on va mesurer l'oxygène dissous dans le vin. En 2 minutes 30, on a une valeur instantanée de l'oxygène total de la bouteille.
L'autre moyen, c'est de venir coller des pastilles dans des bouteilles transparentes. On va pouvoir coller une pastille dans l'espace de tête et coller une pastille au milieu de la bouteille pour mesurer l'oxygène dissous. Donc, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir positionner ces bouteilles avant mise et les récupérer en fin de mise. On va pouvoir de façon instantanée mesurer l'oxygène de l'espace de tête et il faut attendre environ 40 minutes pour mesurer l'oxygène dissous afin qu'il y ait un équilibre qui se fasse entre l'oxygène qui est présent dans le vin et l'oxygène qui sera effectivement mesuré à travers la pastille. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir suivre la cinétique de consommation de l'oxygène, faire une mesure juste après embouteillage et suivre la vitesse de consommation de l'oxygène dans le vin. Donc, ce sont les deux méthodes avec la même technologie, la technologie de la luminescence, qui permettent de mesurer le TPO, à savoir que la mesure du TPO, elle est faite de façon automatique avec le NovaSense O2, puisqu'on a un calculateur intégré qui permet de mesurer et de transformer les hectopascales en milligrammes par litre en ce qui concerne l'espace de tête. Voilà pour ce webinaire sur l'oxygène et le SO2. Je vous invite, pour en savoir plus sur les bonnes pratiques de gestion des gaz à la mise en bouteille, à nous rejoindre sur le webinaire qui aura lieu le 20 avril à midi. On vous donnera tout un tas de conseils sur comment mieux gérer l'embouteillage et quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour avoir des TPO qui soient réduits. Et enfin, le vendredi 18 mai, on parlera du pool polyphénolique et de la gestion des polyphénols, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est un des paramètres indispensables pour pouvoir gérer efficacement la durée de vie du vin, puisque polyphénol plus oxygène entraîne des modifications de structure, d'arôme, de couleur et de durée de vie. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et je pense qu'on a une session de questions-réponses, Magali. Tout à fait. Merci beaucoup, Romain, pour cette présentation. Nous avons une première question concernant la mesure de l'oxygène dans l'espace de tête en cas de surpression, notamment dans le cas des vins effervescents. Oui. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'oxygène dans l'espace de tête? Est-ce que ça a une influence ou pas? Est-ce que rien ne change? Alors, le piercing system que je vous ai montré dans les slides précédentes, c'est ce qu'on appelle le piercing system pour vin tranquille. Nous avons développé un piercing system pour vin effervescent. C'est-à-dire que vous allez venir percer le bouchon de vin effervescent, et on a un système qui permet de retenir la seringue et qui évite qu'avec la surpression, la seringue s'échappe et donc qu'on ne puisse pas faire la mesure. Donc la mesure de l'espace de tête sur les vins effervescents est tout à fait possible avec le piercing system qui est adapté. Et de la même façon, si vous décidez de coller une pastille dans l'espace de tête d'un vin effervescent, là, il n'y a aucun problème, vous pouvez faire la mesure, tel que c'est montré sur cette photo ici. Donc, il faut savoir que le piercing system, il marche sur tous les types de bouchons, y compris les capsules à vis. Seuls les vinologues ne permettent pas de faire une mesure via ce système d'échantillonneur d'espace de tête. Merci, Romain. J'ai une autre question concernant l'utilisation des capteurs d'oxygène. Combien de mesures permettent-elles de faire? On estime que les capteurs, ils ont une durée de vie de 2 ans. Donc, c'est pas tant un nombre de mesures que l'on va conseiller, mais c'est vraiment une durée entre le moment où le capteur est installé et le moment où on va devoir le changer. Très bien. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions, mais n'hésitez pas à utiliser la boîte que vous avez à votre disposition pour taper. Je vous laisse un petit peu de temps parce que c'est vrai que parfois le temps de taper une question peut… Si vous avez… Voilà. S'il y a un intérêt sur l'utilisation de cet appareil, du piercing system et autres, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de vidéos qui ont été réalisées et qui sont disponibles sur YouTube notamment et sur notre site internet pour voir comment ça fonctionne. Donc, si vous voulez une illustration en temps réel, je dirais, du moins de voir réellement comment ça fonctionne, n'hésitez pas à piercing system Nomacork sur internet et vous trouverez directement la vidéo de démonstration de cet appareil. Alors, toujours concernant les capteurs d'oxygène, comment sait-on qu'il n'est plus valable? Il faut nous faire confiance sur le fait qu'on dit qu'il y a une durée de vie de 2 ans. Après, ce qu'il est important de faire quand on fait une mesure, c'est de vérifier la calibration. C'est-à-dire que chaque capteur est fourni avec une calibration. Et donc, quand vous allez faire votre première mesure, vous allez rentrer cette calibration dans l'appareil. Donc, on peut la rentrer manuellement ou alors on peut scanner un QR code qui va reconnaître automatiquement la calibration et qui va vous demander de nommer cette calibration.
à chaque fois que vous allez faire une mesure avec les pastilles concernées, vous allez pouvoir sélectionner la bonne calibration. Donc, par exemple, quand vous recevez le piercing system vient avec un QR code, vous flashez le QR code et vous le nommez piercing system. Lorsque, à chaque fois que vous faites une mesure avec le piercing system, vous sélectionnez la calibration piercing system et vous pouvez vérifier dans l'air que la calibration est bonne. Donc, en faisant une mesure dans l'air, vous vous assurez que vous êtes à une mesure autour de 21% d'oxygène. Et là, vous êtes sûr que vous pouvez commencer votre mesure et que vous aurez une mesure qui sera précise et fiable. Donc, en termes de maintenance, il n'y a pas de maintenance en fait. C'est-à-dire que il y a juste des calibrations parfois à refaire quand on a une légère déviation et qu'on se rend compte qu'on est passé de 21% à 19 ou 19,5% d'oxygène dans l'air. Ben là, on fait une recalibration, mais c'est une calibration qui se fait en 2 minutes directement par l'opérateur. Il n'y a pas besoin de renvoyer l'appareil pour refaire une calibration ou de faire appel à un intervenant extérieur. Il n'y a aucune complication à refaire des calibrations de façon manuelle. Merci Romain pour ces explications. J'ai une question également sur le prix de la sonde à oxygène. Quel est le prix de la sonde à oxygène? Alors la sonde à oxygène, alors il y a plusieurs choses. La sonde à oxygène qui permet de faire une mesure d'oxygène dissous, la sonde 5 mètres, elle coûte 540 €, mais bien entendu, cette sonde, elle doit être reliée directement à l'appareil. Donc on ne peut pas acheter la sonde tout seul, donc il faut acheter le NomaSense O2 P300 et la sonde à oxygène pour l'oxygène dissous. Donc le NomaSense O2 il coûte 4 500 € et la sonde 540 € en l'occurrence. Merci Romain. J'ai une autre question concernant le temps d'attente maximal pour avoir une mesure juste du TPO, donc avant que le SO2 ne soit consommé. C'est difficile à dire. Nous, la préconisation, c'est de le faire de façon instantanée. Donc, si vous le faites dans un délai de 2 heures, on va dire que vous avez une vision réelle. Par contre, si vous attendez 24 heures, 48 heures, vous avez déjà de l'oxygène qui va être consommé, donc vous n'aurez plus une vision réelle. Et la cinétique de consommation d'oxygène par votre vin, elle va dépendre de la matrice et du pool polyphénolique que vous avez dans votre vin et d'un certain nombre de composés. Donc, on ne peut pas la prédire. Donc, on ne peut pas faire une mesure 48 heures après embouteillage, avoir un TPO à 3 mg par litre et dire au moment de l'embouteillage, j'étais à 5 mg par litre. On n'a aucun moyen de le savoir. Donc, c'est pour ça que la seule manière de réellement connaître le TPO, c'est de le faire juste après l'embouteillage. Merci Romain. En fait, j'avais pas vu, mais la personne qui a posé cette question voulait savoir aussi en utilisant le piercing system, mais ça change rien à la réponse. Hein. Voilà. Non, voilà. Avec le piercing system, donc vous allez mesurer l'oxygène de l'espace de tête, donc vous pouvez le faire de façon instantanée. Si vous collez une pastille au milieu de la bouteille pour mesurer l'oxygène dissous, par contre là, il faut attendre 40 minutes, le temps qu'il y ait cet équilibre qui se fasse et que la mesure soit fiable. Merci. Les mesures sont-elles stockables par la machine d'une mise à une autre ou d'une année sur l'autre? Oui, toutes les mesures sont stockables. Donc les calibrations sont stockables, on peut stocker jusqu'à 30 calibrations. Et les mesures, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est plusieurs milliers de mesures qui sont stockables dans l'appareil et qui sont surtout transférables sur un fichier Excel. Donc quand vous êtes en train de faire une mesure, vous pouvez vous loguer avec l'appareil et demander à l'appareil d'enregistrer les mesures que vous allez faire. Ces mesures seront enregistrées dans un dossier que vous allez nommer et ensuite, avec un logiciel qui est fourni avec l'appareil, vous allez pouvoir exporter ces données et les traiter sur un fichier Excel. Merci Romain. Où trouve-t-on le mode opératoire recalibration des capteurs? On peut vous l'envoyer si vous avez déjà acquis un appareil et que vous l'avez pas. Tous les appareils NomaSense O2 sont fournis avec une clé USB et l'ensemble des documents qui permettent l'ensemble des guides d'utilisation, que ce soit la calibration, la mesure de l'oxygène avec le piercing system, la mesure d'oxygène sur des bibs. Voilà, tous les documents sont fournis avec l'appareil. Si vous les avez pas, vous nous faites un mail et on vous les renvoie, il n'y a pas de problème. Parfait, merci. Nous avons également une question concernant le prix du piercing system. Le piercing system 20 tranquille, il est à 1 300 € et 20 effervescent à 1 500 €. Merci. La mesure de l'oxygène dissous par sonde dans la bouteille demande l'attente d'un équilibre. Combien de temps faut-il attendre? Alors la différence entre l'oxygène dissous avec la sonde et l'oxygène dissous avec la pastille qui est collée dans la bouteille, c'est que le vin, du moins, je vais reprendre. La pastille, quand elle est collée dans un mirror,
le vin est en circulation. Il n'est pas statique, il est dynamique. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre pour avoir une mesure fiable. Vous allez avoir très rapidement une mesure de l'oxygène dissous à travers le mirreur. Lorsque l'on plonge une sonde dans la cuve ou dans la bouteille, on va agiter cette sonde et au bout de 30 à 40 secondes, on va avoir cet équilibre qui va se faire également et vous aurez une mesure fiable de l'oxygène dissous dans la cuve ou dans la bouteille. Donc, le délai des 40 minutes, il est uniquement valable pour des pastilles collées dans une bouteille pour mesurer l'oxygène dissous, puisque le vin étant statique, on n'a pas une mesure instantanée. Ok. Nous avons également une demande concernant la possibilité d'avoir des démonstrations directement dans les chais. Voilà, une personne qui voudrait savoir si elle peut recevoir une démonstration dans sa cuverie. Bien sûr, on a des commerciaux sur tout le territoire, donc après on prend rendez-vous et on vient vous faire une démonstration, il n'y a aucun problème. Il faut juste qu'on l'agenda respectif. Une autre question également, sachant que la dose diminue au fur et à mesure quand on agite la sonde pour atteindre l'équilibre. Ah oui, donc ça c'était en rapport à la question précédente concernant le temps d'attente pour avoir une mesure précise de l'oxygène dissous. Est-ce que le système peut être installé en fixe sur une cuve pour mesurer l'oxygène dissous dans la cuve? Vous pouvez laisser la seringue plonger dans la cuve le temps de l'embouteillage, par exemple, et vous aurez une mesure continue. Vous pouvez paramétrer l'appareil pour le dire, par exemple, je veux faire une mesure toutes les 5 minutes. Et donc l'appareil, toutes les 5 minutes, va lancer une mesure. Il va l'enregistrer et vous pourrez l'exporter sur un fichier Excel et le traiter. Donc ça, c'est un bon moyen de faire. De la même façon, vous pouvez installer l'appareil et le fixer au mirreur que je vous ai montré tout à l'heure. On va avoir l'appareil et la fibre optique qui est reliée au mirreur, ici, qui est par un adaptateur. On va venir visser la fibre optique sur le mirreur et on va également visser la fibre optique sur l'appareil. On peut faire une mesure en continu toutes les 5-10 minutes, le temps de l'embouteillage, et suivre l'évolution de l'oxygène dissous au cours de l'embouteillage. Et si vous vous rappelez la précédente présentation que j'ai faite, je parlais de la courbe en U. Et donc cette mesure sur mirreur, elle permet effectivement de voir si en fin de mise, par exemple, on a une prise d'oxygène dissous qui est plus importante. Très bien, merci. Nous avons également une question concernant les capteurs utilisés pour les bouteilles et les mirreurs. Est-ce que ce sont les mêmes capteurs? Alors, ils ne sont pas tout à fait les mêmes capteurs parce que le verre des mirreurs est plus épais que le verre des bouteilles. Et donc, sur les mirreurs, on a des capteurs qui font 10 mm, alors que sur les bouteilles, ce sont des capteurs 5 mm. Mais c'est la seule différence. Merci Romain pour toutes ces réponses. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions qui arrivent, mais je vais encore attendre un petit peu au cas où une personne serait en train de taper sur son ordinateur. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos questions directement par mail si jamais vous en aviez qui arrivaient a posteriori, évidemment. Par la même occasion, je profite de ce petit temps d'arrêt pour vous indiquer que nous avons mis en place un petit sondage après ce webinaire. Donc, quand nous éteindrons le webinaire, que nous fermerons la connexion, vous serez redirigé automatiquement vers ce questionnaire. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre feedback, de vos commentaires. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez saisir l'occasion de les poser à ce moment-là. Voilà, je n'ai pas encore d'autres questions, donc je pense que nous avons fait le tour. Je vous remercie tous à nouveau d'avoir été présents aujourd'hui. Merci Romain pour cette présentation très intéressante. Ah si, en voilà une qui vient d'arriver à l'instant. L'appareil permet de mesurer les prises d'oxygène et d'observer les différents endroits de prise d'oxygène Qu'en est-il du réglage du groupe de mise qui peut être plus complexe et qui demande un réglage instantané? Oui. Qu'en est-il du réglage de la mise en bouteille? L'idée de cet appareil, c'est de prendre une photo en fait. C'est de prendre une photo de la qualité de l'embouteillage et de mesurer et de voir toutes les étapes critiques. Une fois qu'on a pris cette photo, qu'on a vu si effectivement on avait une courbe en U et quelle était l'importance de cette courbe en U, qu'on a vu si on avait une hétérogénéité des becs de tirage ou des becs de bouchage,
c'est après cette photo qu'on va pouvoir prendre des mesures. Bien souvent, les mesures à prendre, elles sont assez simples, où il faut regarder aussi au niveau de la maintenance des appareils. Mais ça, c'est l'étape suivante, je dirais. Et la première chose à faire avant tout, c'est d'abord de faire cet état des lieux pour voir, pour émettre des hypothèses sur quelles sont les sources de prise d'oxygène dissous ou gazeux. Tous les cas sont différents, toutes les lignes d'embouteillage sont différentes, et on peut pas se permettre de tout contrôler dès le départ pour identifier les sources de prise. Dans un premier temps, on fait un premier audit, je dirais, et ensuite, une fois qu'on a identifié les problématiques, et ben c'est à partir de là qu'on va pouvoir creuser et essayer de trouver des solutions avec le vigneron. Merci Romain. Le réglage de la machine pour le contrôle de l'oxygène gazeux sera abordé sur le prochain webinaire. Le réglage de la machine pour contrôler l'oxygène gazeux. Le réglage de la machine pour contrôler l'oxygène gazeux, ça veut dire quoi? Je pense que ça veut dire que, j'imagine, le réglage de la machine de ligne de mise en bouteille pour que l'oxygène gazeux soit moins important certainement dans l'espace de tête. Pardon. Donc, excusez-moi. Oui, on en parlera dans le prochain webinaire. On en parlera dans le prochain. Je pensais à la machine, je pensais à le Novasenso 2. On en parlera dans le prochain webinaire sur la gestion de l'espace de tête, que ce soit sur des bouchages cylindriques ou des bouchages capsule à vis. Et le bouchage capsule à vis étant effectivement une problématique majeure, puisque la taille d'espace de tête est beaucoup plus importante. Et donc là, il y a des vraies précautions à prendre quand on embouteille avec des capsules à vis. Donc oui, ça fait partie des sujets dont on parlera dans le prochain webinaire. Dans le prochain webinaire, rapidement, on va vraiment vous donner des bonnes pratiques sur la gestion de l'oxygène dissous et des choses simples à mettre en œuvre qui sont liées à des audits que l'on a conduits par le passé, qui marchent réellement pour diminuer la part de l'oxygène dissous, et des choses à mettre en œuvre pour diminuer la part de l'oxygène de l'espace de tête. Après, c'est à chacun de piocher dans toutes ces bonnes pratiques et de trouver qu'est-ce qui est le plus adapté à ses besoins et à sa façon de travailler. Merci Romain. J'ai également une question concernant la possibilité de recevoir ce diaporama à laquelle je vais vous répondre directement. Donc, à l'issue de ce webinaire, vous recevrez un email de suivi vous permettant d'accéder de nouveau à la vidéo de ce webinaire. Donc, vous pourrez revisionner ces slides, les explications qui vont avec, autant de fois que vous le désirez. Et pour les personnes qui ne se sont pas joints aujourd'hui, mais qui étaient très nombreuses à s'inscrire également, j'en profite aussi pour dire que n'étant pas là aujourd'hui, vous recevrez aussi cet email de suivi et vous pourrez revoir donc ce webinaire en différé. Donc voilà, pour les prochains, c'est exactement le même principe. Si vous n'êtes pas disponible pour une session en direct, inscrivez-vous. Et vous ferez ainsi partie de la liste des personnes qui reçoivent les emailings de suivi avec les liens pour voir le webinaire en vidéo. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous à nouveau pour votre présence aujourd'hui, pour vos questions. Merci Romain pour cette présentation. Et puis nous vous donnons rendez-vous le 20 avril pour un prochain webinaire donc sur la gestion de l'oxygène durant la mise en bouteille. Merci beaucoup. À bientôt.